Et salut à tous les êtres vivants de la planète et de l'univers. Aujourd'hui une vidéo un peu chargée, ne m'en voulez pas. On va parler de la constitution, du citoyen, de la démocratie, du RIC et du droit du vivant. Alors la première chose, c'est qu'il me semble extrêmement louche le fait que jamais ceux qui se sont emparés du sujet de la constitution n'expliquent clairement ce que c'est. Donc c'est le premier objectif de cette vidéo, ce sera de clarifier nettement ce qu'est une constitution. Une constitution est un transfert de biens, de droits et de sûreté, c'est-à-dire une fiducie, un des plus vieux contrats romains, défini par l'article 2011 à 2030 du Code civil, ce qui fait qu'en fait, la constitution est un contrat que l'État passe avec le président de la République pour pouvoir utiliser le pouvoir de l'État. Il nous faudra donc redéfinir, ce qu'est l'État et ce qu'est un contrat. L'État, c'est l'additionnement, l'accumulation du consentement de chaque citoyen qui compose le peuple. D'accord ? Donc, si bien que l'État, c'est nous, en fait. C'est notre pouvoir. Ensuite, on va revenir sur le contrat. Le contrat, c'est une volonté, un consentement, des obligations et des sanctions. Ainsi, la Constitution est un contrat passé entre nous, c'est-à-dire l'État, d'accord, et le président de la République. C'est un contrat, c'est-à-dire que ça impose les devoirs du président de la République pour pouvoir utiliser la puissance de l'État, le pouvoir de l'État. Donc j'espère que c'est bien clair pour tout le monde, et je trouve ça assez étrange qu'un mec comme Étienne Chouard nous explique jamais que c'est une fiducie. Alors, je ne veux pas trop revenir là-dessus, mais il y a plein de gens qui m'ont dit oui, la fiducie, elle existe que depuis 2007, depuis son apparition dans le Code civil. Or, la fiducie a toujours existé en France, mais de façon innommée, c'est-à-dire qu'elle avait le même régime, mais qu'elle n'avait pas ce nom. Voilà pour ce qui est de la Constitution, et donc sur cet éclaircissement qui me semble essentiel. Ensuite, on va revenir sur la définition du citoyen. Le citoyen est plus défini par le droit que par la nature. Ça veut dire que c'est une abstraction, une construction intellectuelle inanimée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'es pas un citoyen. Tu es d'abord et avant tout un être humain à qui on a équipé, doté, une personnalité juridique qui a des droits et des devoirs formant la citoyenneté et donc le citoyen. Et donc vous voyez bien qu'il y a un glissement sémantique entre le référendum d'initiative populaire et le référendum d'initiative citoyenne. Parce que populaire n'a pas de connotation juridique. Ainsi, vouloir changer de paradigme ou de système en incluant directement le citoyen, c'est-à-dire ses droits et ses devoirs, ainsi que sa personnalité juridique qui ne lui appartient pas, me semble très compliqué quand on veut se prévaloir de changer le système. Ce qui n'est absolument pas du tout le cas quand on propose un RIC. On va revenir sur la démocratie. La démocratie, donc démos kratos, le pouvoir au peuple. C'est un truc qui est extrême, c'est un régime qui est très vieux, et il a plus de 2000 ans. Donc je comprends pas sa présence encore aujourd'hui, malgré les connaissances actuelles. C'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné, qui a toujours inclus la corruption, d'accord ? Ça c'est l'histoire qui nous le dit. Alors certains, comme Étienne Chouard, que j'aime beaucoup et dont je respecte le travail, nous dit que la démocratie a permis aux pauvres de gouverner pendant 200 ans. Ce qui fait pas long sur un peu plus de 2000 ans. Et c'est surtout que, moi, dans ma définition du nouveau paradigme, il n'y a ni pauvre ni riche. Donc chacun propose ce qu'il veut, un petit peu comme il l'entend. Donc voilà pour la démocratie, à laquelle je ne crois pas du tout. Le peuple par le peuple me semble tout à fait illusoire. Alors pourtant, malgré tout, la souveraineté du peuple a un sens, à un certain niveau, dans le sens où, quand des êtres humains décident de former une société, ils s'accordent tous ensemble, individuellement, sur des règles communes. Et c'est là que la souveraineté du peuple, pour moi, a un sens. Or, au-dessus de la souveraineté du peuple, il y a des lois supérieures, les lois physiques du monde, qui s'appliquent à nous, qui s'appliquent au peuple, malgré sa volonté. On va revenir sur le RIC qui me semble être une bonne chose déjà, on va commencer par là, c'est
Ça me semble être une bonne chose, mais ce n'est qu'une petite étape, c'est quelque chose qui est assez limitatif, dans le sens que, même si on l'avait sur toute matière, ce qui me semble totalement impossible, et je vous expliquerai pourquoi, même si on l'avait en toute matière, ça reste quelque chose de limitatif, parce que si on pond 50 lois dans l'année, d'accord, il faudrait alors organiser 50 référendums, ce qui me semble matériellement très difficile. De plus, comprenez bien que comment chaque citoyen pourrait juger du bien fondé d'une loi s'il ne connaît absolument pas le système juridique et l'origine de ces lois. Donc ça, c'est un peu les limites de la démocratie. De plus, comprenez que le gouvernement ne pourra pas vous rendre une souveraineté qu'il n'a pas lui-même, en termes économiques surtout, pour parler de la dette publique, etc., etc. Vous voyez bien que c'est un niveau au moins, au minimum européen, et bien sûr, c'est au niveau international. Et c'est une volonté du système d'avoir interconnecté tout cela afin que ça soit extrêmement difficile de s'en extraire. Et donc c'est très verrouillé. Donc vous voyez bien que le RIC n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, c'est quelque chose qui sera beaucoup mieux que ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui rétablira une sorte d'équitabilité sur la souveraineté du peuple. Malgré tout, si le gouvernement décidait de nous donner un RIC en toute matière, vous vous apercevriez que nous ne sommes plus souverains de grand chose. D'accord ? On aurait des questions minimes où on nous demanderait notre avis et notre vote. Sachez que le vote est un droit politique qui divise la souveraineté du peuple par chacun des individus qui la composent, par chacun des citoyens. Donc, le RIC est assez limitatif. Mais ensuite, on passe à la partie à mon avis, la plus intéressante, qui est le droit du vivant, qui est une coupure nette, qui est une coupure claire avec les systèmes actuels. Tous les systèmes actuels ne prennent pas en considération les lois supérieures. Qu'est-ce que j'appelle des lois supérieures ? J'appelle cela des lois qui se passent de notre volonté, d'accord ? Dont la technologie ne nous permet pas de passer outre. Et donc ces lois sont des lois physiques du monde. Quand on habite sur une petite île, ne pas prendre en considération les ressources qui nous permettent de rester vivants est totalement utopique. Puisque souvent on me renvoie, quand je parle d'un monde gratuit, on me renvoie souvent à l'utopie. Et donc moi je vous renvoie souvent à une démocratie qui ignore les lois supérieures qui s'appliquent à nous malgré notre volonté, comme une société totalement utopique et vouée à l'échec. Donc c'est pour ça que le droit du vivant me semble être hyper efficient, parce que c'est d'une logique implacable, d'accord ? C'est une logique, sachez que les lois supérieures ne subissent aucune exception, d'accord ? La nature, la création, n'est qu'une façon des plus efficientes de s'adapter à ces lois physiques du monde. Et les ignorer, comme le font toutes les sociétés actuelles sur la planète, est totalement utopique. Pourquoi ? Eh bien parce que nos systèmes sont basés sur une croissance infinie, et donc une consommation infinie, et donc de la matière première infinie, et donc une énergie infinie. Ce qui est en totale contradiction avec les lois supérieures qui, elles, nous imposent des limites, tout simplement. Alors je sais que c'est pas facile, même pour moi, d'imaginer un monde où tout le vivant serait totalement désindexé du marché et de la dette. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que la propriété privée disparaît, ce qui me semble être une bonne chose, et surtout que tout devient gratuit. Tout ce qui nous permet de rester en vie devient gratuit. L'eau, la forêt, les légumes, etc., tout ça, ça devient gratuit. Et ça me paraît être le minimum, parce que sinon, si on ne fait pas ça gratuit, d'accord, alors nous sommes obligés de payer pour continuer de vivre, d'être vivant. Et donc ça me paraît être une société qui n'a pas de sens. Et c'est pour ça que je pense, en tout cas moi c'est mon combat, et ça sera le combat de toute ma vie, c'est de faire rentrer le vivant dans le droit. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'être humain
est une ressource, d'accord? Donc il n'est pas considéré comme quelque chose de vivant qu'on doit respecter, mais il est considéré comme une ressource. Et comme toute ressource dans un système basé sur le profit et sur la rareté, toute ressource qui deviendrait trop abondante est dévaluée. Elle a de moins en moins de valeur. Et comme aujourd'hui on est 7 à 8 milliards, et qu'il y a beaucoup moins de demandes que d'offres, alors naturellement nous sommes dévalués. Et je ne comprends pas pourquoi encore aujourd'hui on arrive à discuter, débattre sur des sujets qui sont totalement accessoires si on ne prend pas en considération, au-dessus de la souveraineté du peuple, les lois physiques du monde. C'est pas nouveau. Il y a les Indiens qui n'avaient pas légiféré, mais qui avaient reconnu et accepté la supériorité de ces lois. Or aujourd'hui, nos systèmes, non seulement ne les reconnaissent pas, ne les acceptent pas, mais en plus sont en totale contradiction avec ces lois. Ce qui fait que nous avons des systèmes qui sont voués à l'échec, qui sont totalement utopiques. Et donc pour cela, d'accord, pour ceux qui ne comprendraient pas, donc effectivement, tout devient gratuit. L'être humain qui est reconnu comme vivant ne peut plus donc être assujetti à la dette et au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les lois aujourd'hui, vous savez que les lois aujourd'hui, les lois actuelles, elles sont faites par les hommes, mais pas pour les hommes. Elles sont faites pour les personnes et donc pour les fictions. Un peu comme le citoyen, la personne est une fiction, beaucoup plus définie par le droit que par la nature. Et donc si on rentrait, nous, enfin, en tant que vivants, alors toutes ces lois qui nous obligent, d'accord, ne pourraient plus s'appliquer à nous. C'est-à-dire que tous les codes, une bonne partie des codes ne pourraient plus s'appliquer à nous, tout simplement parce que nous sommes vivants, parce que nous sommes reconnus comme vivants. Parce que si je suis un être humain qui crée une loi pour moi, je ne vais pas créer une loi qui m'a servi. Ça n'a pas de sens. Le créateur ne peut pas se soumettre à sa propre création. Donc l'être humain, l'homme, ne peut créer que des lois qui le protègent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des droits, en fait. C'est-à-dire si j'ai le droit d'avoir une voiture, je ne suis pas obligé d'en avoir une. Et c'est là toute la différence. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés parce que nous ne sommes pas vus comme des êtres vivants, nous sommes vus comme des fictions administratives et commerciales. Et vous voyez que ça change tout le paradigme. Si nous commençons à reconnaître les lois supérieures que nous n'aurions jamais dû ignorer, alors le vivant rentre dans le doigt et les légumes ne sont plus assujettis, la flotte non plus, et nous non plus. Et donc nous vivons dans un monde où tout ce qui nous permet de rester en vie devient gratuit. Alors souvent on renvoie justement à l'utopie de cette idée. Or, ceux qui connaissent le système légal savent que notre vie a déjà été payée. Ils ont déjà contracté une dette publique en se basant sur ce que nous allons dépenser, créer, consommer toute notre vie. Donc notre vie, elle est déjà payée, en fait, mathématiquement. Dans la finance, notre vie, elle est déjà payée. Et ils se sont servis du fait qu'elle soit déjà payée pour pouvoir contracter la dette publique. Donc, la solution la plus efficiente que nous avions trouvée bien avant le RIC et bien avant les Gilets jaunes, c'était de créer un tribunal indépendant, un grand jury tiré au sort parmi les êtres humains volontaires formant notre population, d'accord, pour juger des lois sous l'angle, non pas pour juger les hommes, mais pour juger les lois sous l'angle du vivant. Toute loi qui ne préserverait pas la vie humaine et la création dont nous faisons partie et dont nous nous nourrissons serait totalement abrogée. Ainsi, nous ne pourrions plus promulguer des lois commerciales sur tout ce qui nous permet de rester en vie. Et ça me paraît être essentiel, logique et implacable. C'est implacable. Que vous le vouliez ou non, que ce soit les banques, les Rothschild ou quoi que ce soit, avant tout, eux aussi subissent les lois physiques du monde. Et donc, nous avons déjà des contraintes en fait qui sont faites par les lois supérieures. Et donc créer ou continuer de faire perdurer une société qui ne prendrait pas en compte ces lois, qui ignorerait ces lois, est une société vouée à l'échec. Donc nous devons créer un tribunal indépendant pour pouvoir juger
des lois sous la grille du vivant. Voilà, j'espère que c'est clair, et je vous embrasse tous. À très bientôt.